sommaire, les fraudeurs fiscaux reviennent sur le droit chemin. Une étude d'HSBC sur les pays les plus chers pour les étudiants internationaux. Une étude d'Ernst & Young sur la création des entreprises en France et à l'étranger. Litige entre BNP Paribas et ses salariés français expatriés. 4 expatriés français retenus au Qatar. L'ancien ambassadeur de France en Tunisie, Boris Boyon, interpellé. Et avant de nous quitter, nous écouterons une représentante du CLES évoquer en détail les conditions du détachement d'un salarié français. Les fraudeurs rentrent dans les rangs. Le ministre du Budget Bernard Cazeneuve a noté lundi 26 août une forte hausse des demandes de dossiers depuis la publication en juin de la circulaire sur la régularisation des exilés fiscaux. Le ministère du Budget précise dans cette circulaire que tout exilé fiscal se présentant spontanément doit payer au Trésor l'ensemble des impositions éludées et non prescrites, ainsi que les intérêts de retard au taux légal. Un allègement de la majoration des impôts dus au fisc est prévu si les avoirs du particulier ne sont pas illégaux. L'administration fiscale a reçu en 2 mois autant de ces documents fiscaux qu'au cours des 2 dernières années, soit près de 1100 dossiers. L'amende pour ne pas avoir déclaré des biens à l'étranger sera plafonnée à 1,5% du montant de ces avoirs par année concernée pour les fraudeurs dits passifs, c'est-à-dire ceux qui ont hérité des avoirs cachés à l'étranger. La pénalisation s'élève à 3% pour ceux qui ont fait leurs avoirs à l'étranger alors qu'ils résidaient en France. HSBC a récemment communiqué dans une étude la liste des pays où la scolarité et la vie quotidienne sont les plus chères pour les étudiants internationaux. L'Australie serait le pays le plus coûteux. Pour preuve, le coût moyen des frais universitaires et du quotidien s'élève à plus de 38 000 $ par an. Les États-Unis ne sont pas en reste et se retrouvent 2e de ce classement. Il faut plus de 35 000 $ par an aux étudiants étrangers pour vivre correctement leur expérience universitaire dans le pays. Mention spéciale pour la Ivy League, ces universités d'excellence aux États-Unis, où les étudiants peuvent débourser plus de 67% supplémentaires, soit une moyenne de 59 000 $ par an. Le Royaume-Uni clôt ce top 3 avec des frais annuels à près de 20 000 $ par an et un coût de la vie d'environ 10 000 $. L'Allemagne est en bas du classement. C'est le pays où les étudiants internationaux payent le moins pour leur éducation, avec des frais de scolarité et un coût de la vie représentant un total annuel de 6 300 $. Une nouvelle qui risque de casser les préjugés de certains. Il est plus simple de créer une entreprise en France qu'à l'étranger. C'est la conclusion qui se dégage d'une étude du cabinet de conseil et d'audit Ernst & Young, publiée le 28 août dernier. En comparant les différents délais, coûts et démarches administratives, Ernst & Young a constaté que le coût pour créer une entreprise en France est de 0,9% du revenu moyen par habitant, contre 9% en moyenne dans les autres pays du G20. Il suffit de 5 procédures administratives et 7 jours pour créer sa société dans l'Hexagone, contre 7,6 procédures et 22 jours en moyenne à l'étranger. Une étude qui redore quelque peu l'image de la France. BNP Paribas s'attire les foudres de ses expatriés français résidant à Londres. Actuellement, 30% des activités de la banque française se concentrent dans la Cité de Londres. Sur les 3000 salariés du groupe à Londres, plusieurs centaines sont de nationalité française, la moitié en contrat local et l'autre moitié expatriée. En juin dernier, la direction de BNP Paribas a demandé de choisir à ses salariés français, au terme de leur contrat d'expatriation, entre le maintien de leur poste à Londres, les obligeant à passer en contrat local ou un retour à Paris. Une décision importante à laquelle les salariés avaient 4 semaines de réflexion. Problème, ces expatriés font face à trop d'incertitudes concernant leur futur poste s'ils rentrent à Paris ou bien sur leur retraite s'ils optent pour le contrat local. Une intersyndicale s'est formée en juillet dernier pour demander plus d'informations sur le sort des expatriés. Une réunion aura lieu le 16 septembre prochain. Pour BNP Paribas, il ne s'agit que d'appliquer les clauses des contrats signés par les expatriés, contrats qui n'ont plus vocation à être reconduits indéfiniment.
Lundi 26 août, les épouses de 4 Français pris en otage au Qatar ont tiré la sonnette d'alarme et lancé un appel à l'aide aux autorités françaises. Ces ressortissants, français, footballeurs, entraîneurs de football et chefs d'entreprise, sont actuellement privés de leur visa de sortie. Ce sont les spécificités de la législation qatari qui les retiennent dans l'Émirat. En effet, pour travailler dans ce pays, un étranger doit avoir un sponsor, qui peut être une entreprise ou un particulier, et lui délivre son visa d'entrée et de sortie. Un malentendu dans la relation entre les ressortissants français et leurs sponsors les prive d'exit permis, indispensable à toute sortie du territoire. L'avocat des 4 otages, Franck Berton, est monté au créneau. Pour lui, le Quai d'Orsay semble plus préoccupé des intérêts de la France au Qatar qu'à l'intérêt des Français qui y résident. L'avocat attend plus de fermeté de la part de la diplomatie française et compte également sur le rapport publié par Human Rights Watch en juin dernier concernant la loi sur le parrainage pour faire bouger les choses. La requête des 4 Français est pour le moment restée sans réponse. La main-d'œuvre étrangère au Qatar constitue plus de 85% de la population du pays, soit 1,9 million d'habitants. L'ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy et ex-ambassadeur de France en Irak et en Tunisie, Boris Boillon, a été arrêté le 31 juillet à Gare du Nord à Paris en possession de 350 000 € et 40 000 $ en liquide. L'ancien ambassadeur s'apprêtait à monter dans un train pour Bruxelles avant de se faire interpeller par les douaniers. Lors de son audition, Boris Boillon a affirmé que la somme provient de ses activités professionnelles en Irak. Le code des douanes est formel. Tout transfert international en liquide, supérieur à 10 000 € à l'intérieur de l'Union européenne, doit faire l'objet d'une déclaration. Une enquête a été ouverte. Boris Boillon a pris la tête de l'ambassade en Tunisie en janvier 2011, quelques semaines après la chute de Ben Ali, afin de calmer le jeu après la polémique sur les complicités françaises avec l'ancien régime tunisien. Il n'avait pas mis longtemps à s'attirer les foudres des Tunisiens pour avoir manqué de tact lors de sa première rencontre filmée avec la presse, un mois après son arrivée à son poste. Des milliers de personnes avaient manifesté devant l'ambassade de France pour réclamer son départ. Il a par la suite été remplacé par François Gouillette en août 2012. On va tout de suite écouter Emmanuel Eldar Duclès qui nous explique les conditions du détachement. Quand une entreprise envoie un salarié à l'étranger, le cas le plus commun, je dirais le principe général, c'est que la personne est affiliée à la législation du lieu de travail dans le pays duquel elle est envoyée. Donc ça veut dire que l'entreprise va devoir cotiser pour son salarié dans le pays dans lequel elle envoie la personne. L'exception, ça sera le détachement, puisqu'en fait c'est un mécanisme qui permet à une entreprise d'envoyer, mais de façon temporaire, donc dans une durée qui est limitée dans le temps, un employé, un salarié, dans un autre État et de le maintenir à la législation de l'État dans lequel l'entreprise se trouve. Donc par exemple, une entreprise française qui souhaiterait envoyer pour une mission ou sur un chantier ou pour une action précise un de ses salariés en Espagne ou en Algérie ou au Portugal, enfin peu importe le pays, cette entreprise aura la possibilité de le faire dans le cadre du détachement. Ça veut dire qu'il faut quand même vérifier avant le départ s'il y a ou pas une convention ou si les règlements européens s'appliquent, si on est dans le cadre de la zone d'influence de ces règlements. Et dans ce cas-là, les dispositions vont être un peu différentes selon les accords. Le troisième cas de figure serait que l'entreprise souhaite envoyer un salarié dans un État où il n'y a pas de convention de sécurité sociale. Et dans ce cas-là, il y a quand même une possibilité de détacher la personne, mais à ce moment-là, dans le cadre de la législation interne française. Donc c'est un article du Code de la sécurité sociale qui va s'appliquer et qui permet de mettre en œuvre ce mécanisme. Ce qui est important de souligner, c'est que dans ce cadre-là, l'employeur devra également cotiser pour la personne dans le régime local. Donc ça veut dire qu'il y aura double cotisation. C'est un choix qui peut être fait quand vous envoyez ou quand l'entreprise envoie un salarié dans un État où le régime de sécurité sociale ne correspond pas du tout à celui que nous connaissons en France.
et où on souhaite en fait conserver un taux de protection sociale très élevé. Donc c'est une possibilité qui existe. Sinon, si on est dans un pays avec lequel il y a un accord ou dans le cadre des règlements européens, dans ce cas-là, je vous invite à consulter le site du CLES, dans lequel il y a une rubrique où on trouve toutes les durées de détachement par convention et où on explique aussi le mécanisme qui permet d'avoir les formulaires adéquats avant que le salarié soit envoyé à l'étranger. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain.